Je devrais être mort. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président américain Donald Trump dans un entretien avec le New York Post, posté ce dimanche, peu de temps après avoir été visé par une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne. Mais alors, après le choc et ces images qui ont fait le tour du monde, où en est l'enquête? Quelles étaient les motivations du tireur? Et comment a-t-il pu agir sans être stoppé par la sécurité? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. On va faire le point sur cette affaire. Alors, dans les prochains jours, on va analyser dans ce format les répercussions politiques, mais aujourd'hui je voulais qu'on revienne déjà sur l'état de l'enquête et sur ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas pour le moment de la situation et de ce qui s'est passé lors de ce meeting. Ce samedi donc, aux alentours de 18h heure locale, Donald Trump tenait un meeting à Butler en Pennsylvanie dans le cadre de sa candidature pour la présidentielle américaine, une élection qui se tiendra début novembre. Et alors qu'il donnait un discours depuis quelques minutes, eh bien Donald Trump a été ciblé par des tirs avant d'être évacué par les services secrets. Alors dans la soirée, Donald Trump a affirmé sur son réseau social Truth Social avoir été, je cite, touché par une balle qui a transpercé le haut de son oreille droite. Il faut noter qu'un membre du public a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. Selon un témoin sur la chaîne NBC News, la victime décédée était, je cite, sur la trajectoire entre le tireur présumé et l'ancien président, sachant que, attention évidemment sur tous ces éléments en matière de trajectoire, des tirs ou quoi, on est qu'au tout début de l'enquête. Et donc forcément, il faut prendre tous ces éléments que je viens de donner avec beaucoup de prudence pour le moment. Mais alors, qui est justement ce tireur présumé et quelles étaient ses motivations? Eh bien, le tireur présumé qui a été tué sur place par les forces de l'ordre, il a été identifié par le FBI qui est chargé de l'enquête comme étant Thomas Matthew Crooks, un homme de 20 ans, originaire de cet état. Selon les médias américains, il était équipé d'un fusil semi-automatique AR-15, une arme, je cite, achetée légalement d'après le FBI. À noter par ailleurs que des explosifs ont été retrouvés dans son véhicule qui était garé à proximité du rassemblement. Alors, lors d'une conférence de presse samedi soir, le FBI a confirmé que les tirs étaient, je cite, une tentative d'assassinat. Concrètement, selon les services secrets américains, il aurait, je cite, tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée située à l'extérieur du rassemblement avant d'être neutralisé par les agents. Alors, pour le moment, ces motivations précises ne sont pas encore connues. Par ailleurs, les orientations politiques du jeune homme paraissent assez flou pour le moment. Selon plusieurs médias américains, Thomas Matthew Crooks était inscrit sur les listes du parti républicain, donc le camp de Donald Trump. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est que selon le New York Times, lorsqu'il avait 17 ans, il avait fait un don de $15 à une organisation liée au parti démocrate, donc le camp de Joe Biden. En tout cas, le FBI a déclaré que ce qu'il qualifie comme une tentative d'assassinat était aussi considéré comme un potentiel acte de terrorisme intérieur. Selon les enquêteurs toujours, le tireur aurait agi seul et n'aurait pas d'appartenance idéologique identifiée. Mais alors, au-delà des motivations du tireur qui restent floues, et encore une fois, on est qu'au tout début de l'enquête, donc là, ce que je vous transmets ici, c'est ce que l'on sait pour le moment. Et bien, au-delà de tout cela, la sécurité de ce rassemblement pose beaucoup de questions. Concrètement, comment est-ce que le tireur a pu agir sans être arrêté? Et est-ce que les services secrets ont commis une erreur? Alors, je vous le disais, il était positionné en hauteur lorsqu'il a tiré. En gros, il était sur le toit du hangar d'une entreprise qui est située à un peu moins de 120 mètres de l'estrade où se tenait Donald Trump. Par ailleurs, d'après les témoignages de plusieurs participants, certains l'auraient repéré sur le toit avant la fusillade et auraient alerté la police locale qui a confirmé de son côté avoir, je cite, répondu à un certain nombre de rapports d'activités suspectes, mais sans donner plus de détails. Selon un témoin interrogé par la BBC, l'inclinaison du toit pourrait cependant avoir empêché les services secrets d'apercevoir l'homme. Là aussi, encore une fois, tout cela est à prendre au conditionnel pour le moment puisque l'enquête est en cours. En tout cas, pour le procureur du comté de Butler, où se tenait donc ce meeting, la facilité avec laquelle le tireur a pu se positionner proche de Trump est, je cite, surprenante. Même réaction du côté du FBI pour qui il est surprenant que le tireur ait pu tirer plusieurs fois avant d'être neutralisé. Vous l'aurez compris donc, depuis cette tentative d'assassinat, l'efficacité des services de sécurité chargés de protéger l'ancien président est donc remise en question. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est le Secret Service, comme on l'appelle, qui est chargé de la protection de hautes personnalités politiques comme le président ou les anciens présidents. Et à noter que c'est une mission qui remonte en fait à l'assassinat du président américain William McKinley en 1901. Depuis cette date, c'est le Secret Service qui gère donc leur sécurité. À noter que depuis 1901 donc et cette prise en main par le Secret Service, un autre président avait été tué. C'était donc Kennedy en 1963.
Alors suite à cet événement, des rumeurs ont commencé à voir le jour expliquant que le Secret Service aurait refusé des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité de Trump avant le meeting, chose qui a été démentie par le Secret Service dimanche, ajoutant même d'ailleurs sur X que, je cite, eh bien, des moyens de protection supplémentaires avaient été ajoutés. Alors maintenant qu'on a dit ça, quelles ont été les réactions aussi bien du côté des républicains, donc du camp de Donald Trump, que du côté du parti démocrate? Bon, déjà, plusieurs élus républicains ont demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire au Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France pour schématiser, et ce afin de comprendre ce qui aurait pu mener à une potentielle faillite des services de sécurité. On sait déjà que la directrice du Secret Service, Kimberly Chittle, eh bien, va être auditionnée par une commission de la Chambre des représentants dès le 22 juillet, donc ça va aller assez vite. Évidemment, on suivra ça. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que les messages de soutien ont été très nombreux. Donald Trump a déclaré, je cite, « C'est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays ». Il a également présenté ses condoléances à la famille du militant qui a été tué lors de ce tir. De son côté, le président américain Joe Biden et candidat à sa réélection a déclaré ce dimanche dans un discours être, je cite, « heureux que Donald Trump est en sécurité et va bien », estimant notamment, je cite, qu'il n'y a pas de place pour ce type de violence en Amérique. Il a également déclaré notamment, je cite, « Nous devons nous unir comme une seule nation pour condamner cette violence ». Joe Biden a par ailleurs demandé à ses concitoyens, je cite, de faire baisser la température, et ce alors que, eh bien, ce grave incident se déroule dans un climat de tension extrêmement important aux États-Unis et qui existe maintenant depuis plusieurs années. D'ailleurs, plusieurs républicains ont lié cette tentative d'assassinat de Donald Trump au climat tendu de la campagne, certains allant jusqu'à accuser directement Joe Biden. Par exemple, le sénateur J.D. Vance, l'un des possibles colistiers de Donald Trump, a affirmé, je cite, « Le postulat central de la campagne de Biden est de dire que le président Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix ». Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump, selon lui. De l'autre côté, et même si évidemment ce n'est pas des choses qui ont été dites ce week-end en raison du choc et de ce qui s'est passé ce week-end, eh bien on peut noter que le camp démocrate accuse depuis des années Donald Trump d'être à l'origine d'un climat politique de plus en plus tendu aux États-Unis qui pourrait mener à ce genre de situation. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il y a eu des actes assez importants ces dernières années. Par exemple, il y a eu évidemment l'assaut du Capitole en janvier 2021 ou encore l'agression en 2022 du mari de l'élu démocrate Nancy Pelosi, figure du parti démocrate, qui avait notamment été attaqué par un homme muni d'un marteau et qui cherchait en réalité la dirigeante, donc Nancy Pelosi. Le mari de Nancy Pelosi avait eu son crâne fracturé et un an plus tard, en novembre 2023, Donald Trump continuait de se moquer de cette agression lors de discours. Tout cela illustre donc un climat extrêmement tendu, même si dans l'immédiat évidemment, avec le choc de ce qui s'est passé ce week-end, il y a surtout des appels à l'unité, que ce soit du côté du camp de Donald Trump, que ce soit aussi du côté des démocrates. C'est un acte et un incident qui inquiète énormément les Américains évidemment, et ce alors qu'il y a encore plusieurs mois pour cette campagne électorale. Ce que l'on sait donc, c'est que Donald Trump a été blessé, mais cette semaine il sera bien à Milwaukee où en fait se déroule une convention qui réunit en fait les républicains pour officiellement déclarer Donald Trump candidat. C'est une forme de formalité en quelque sorte, mais qui est importante, et donc Donald Trump sera présent. On continuera à suivre tout ça cette semaine évidemment dès qu'on a davantage d'informations, parce que j'en suis conscient aujourd'hui, il y a certaines zones d'ombre ou de flou, on verra ce qu'il en est, on vous tiendra au courant. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Paris ce dimanche soir suite à l'appel de plusieurs associations étudiantes soutenues par la France Insoumise. Ils ont appelé à la formation d'un gouvernement du nouveau Front Populaire en dénonçant notamment le refus du Parti Socialiste de valider la candidature d'Huguette Bello pour la proposer à Emmanuel Macron au poste de Première ministre. Le nom de l'actuelle présidente du Conseil régional de la Réunion avait été proposé par le Parti communiste en fin de semaine dernière et il avait reçu le soutien de la France Insoumise. De son côté, Huguette Bello a annoncé ce dimanche avoir décliné l'offre de devenir Première ministre au nom du nouveau Front Populaire, expliquant avoir pris acte que sa candidature ne fait pas l'objet d'un consensus au sein du NFP. En tout cas, la France Insoumise a annoncé ce lundi suspendre les discussions avec le reste de la gauche sur la formation d'un gouvernement tant qu'un candidat commun de la gauche pour la présidence de l'Assemblée nationale n'aura pas été trouvé. Les Insoumis dénoncent un blocage politique dont le PS serait à l'origine et qui entraînerait la gauche, je cite, dans l'impasse. L'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale se tiendra ce jeudi 18 juillet.
on suivra ça. Deuxième actu, le Hamas a décidé de se retirer des négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé un haut responsable du Hamas ce dimanche. La veille, une frappe israélienne a fait au moins 90 morts au sud de Gaza, selon le Hamas. D'après l'armée israélienne, cette frappe visait le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, qui serait toujours en vie selon le mouvement palestinien. De son côté, l'armée israélienne a confirmé la mort de Rafa Salama, un important commandant du Hamas. Autre info sur Gaza, au moins 15 personnes ont été tuées ce dimanche dans une frappe israélienne sur une école de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, située dans un camp de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé la défense civile de Gaza, contrôlée par le Hamas. Alors de son côté, l'armée israélienne a assuré avoir ciblé, je cite, des terroristes qui opéraient dans la zone du bâtiment scolaire. Selon elle, l'école servait de repère et de base pour les attaques. Il s'agit de la 5e frappe en 8 jours sur des écoles abritant des déplacés par la guerre à Gaza. Troisième actu, l'Oxfam, une ONG qui lutte contre les inégalités, a dénoncé le manque de mesures d'adaptation face au réchauffement climatique de la part de l'État français dans son rapport publié ce lundi. Concrètement, le rapport estime que la moitié des droits fondamentaux, comme l'accès à la santé ou au logement par exemple, sont menacés par le réchauffement climatique. L'ONG explique qu'il faudrait consacrer près de 7 milliards d'euros au secteur du bâtiment et plus de 100 milliards d'euros au réseau électrique français pour qu'il supporte un réchauffement de 4 degrés. Selon le rapport, les effets du réchauffement climatique seront particulièrement importants pour les plus précaires, les femmes, les enfants, les minorités, les personnes âgées ou isolées. Quatrième actu, les taux de vaccination des enfants dans le monde ont stagné en 2023, ont alerté l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'UNICEF dans un communiqué conjoint publié ce lundi. Concrètement, les taux de vaccination mondiale des enfants n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de Covid et les agences s'inquiètent notamment du retard pris sur la vaccination contre la rougeole, une maladie très contagieuse. Alors pour vous donner une idée, en 2023, 21 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été vaccinés ou l'ont été de manière incomplète, soit 2,7 millions de plus qu'en 2019 selon le rapport. Et toujours en 2023, 14,5 millions d'enfants dans le monde étaient dits zéro dose, donc ils n'avaient reçu aucune dose de vaccin, contre 13,9 millions en 2022 et 12,8 millions en 2019. La moitié des enfants non vaccinés dans le monde vivent dans des pays touchés par des conflits. Cinquième actu, depuis ce samedi, le contrôle parental est installé par défaut sur tous les appareils vendus en France qui permettent de se connecter sur Internet. Donc désormais, quand on achète une tablette, un téléphone, un ordinateur ou une console de jeux vidéo, à la mise en service, il sera proposé à l'utilisateur le choix d'activer ou non le contrôle parental gratuitement. L'objectif, c'est de permettre de bloquer le téléchargement de certaines applications interdites aux mineurs qui diffusent des contenus pornographiques, violents ou qui incitent à l'usage de drogue ou d'alcool. Sixième actu, ça y est, c'est officiel, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de la région Île-de-France Marc Guillaume vont se baigner dans la Seine ce mercredi vers 10h du matin. Ils seront accompagnés par le patron des Jeux Olympiques Tony Estanguet, comme l'a confirmé Anne Hidalgo ce lundi sur BFM TV. Ce samedi, c'est la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui s'est baignée dans la Seine en compagnie du para-athlète Alexis Anquincan. Septième actu, aux États-Unis, le procès de l'acteur américain Alec Baldwin a été annulé vendredi dernier pour vice de procédure. Un vice de procédure, c'est une erreur ou une irrégularité dans le déroulement d'une procédure judiciaire ou administrative qui peut entraîner l'annulation ou la révision de la décision rendue. Et donc dans ce cas précis, le parquet n'avait pas transmis à la défense les balles en lien avec l'affaire. Ce comportement a été jugé proche de la mauvaise foi par la juge qui a donc annulé le procès. Alec Baldwin était accusé d'homicide involontaire après avoir tué accidentellement la directrice de la photographie sur le tournage du film Rust avec une arme qui n'était pas censée être chargée en 2021. Il risquait jusqu'à 18 mois d'emprisonnement. Et on finit avec cette actu. L'Espagne a été sacrée championne d'Europe de football pour la 4e fois de son histoire suite à sa victoire face à l'Angleterre à Berlin ce dimanche. L'Espagne est donc devenue la nation la plus titrée de l'histoire de l'Euro. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Si jamais vous voulez plus d'actualités, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.